Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Ah, chers amis de Sud Radio, fermez les yeux, je vais énumérer une suite de mots. Vous me direz ce que ça éveille en vous dans votre si beau cerveau d'auditeurs et auditrices de Sud Radio. Attention, vous êtes prêts, attention. Alors, neige, chalet en bois, chambre avec cheminée, raclette, spa, chocolat, eau thermale, fondue, luge, sommets enneigés, hôtel cosy, train panoramique et ponctuel et village de charme sans voiture. À ce moment très précis, évidemment, votre cerveau tout entier est inondé d'ocytocine, l'hormone du bonheur, et c'est normal. Vos neurones frémissent de joie car ces images ont déclenché des sensations liées au bien-être, aux soins que l'on prend de soi, à cette reconnexion immédiate avec une nature grandiose, lumineuse et apaisante. Et c'est exactement ce que permettent nos chers voisins suisses. Alors ajoutez à cela la majesté de ces paysages et de ces cimes, tous à 4000 mètres pour la plupart, un air pur et une absence totale de stress, et vous n'aurez qu'une envie, après cette émission, aller fondre de bonheur cet hiver dans cet Éden helvète à seulement 3 heures de Lyon. Et maintenant que votre irrépressible besoin de Suisse est aussi tenace qu'un fumet de raclette sur un pull en laine, vous n'arriverez pas à vous en détacher. Le mieux, c'est encore d'écouter cette émission pour vous concocter des vacances en Suisse pour un hiver à part. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et pour évoquer cette Suisse à part, cet hiver incroyable, Luc Berthold, porte-parole de l'Office de tourisme suisse. Bonsoir Luc. Bonsoir. Émilie Morard qui est avec nous, responsable Europe pour la promotion du Valais. Bonsoir. Et que du Valais, attention. Et Franck Reynaud qui sera avec nous tout à l'heure. Bonsoir Franck, il est chef cuisinier, 18 au Go Emilio, une étoile au Michelin, et il est à Crans-Montana. Ça va Franck? Oui, bonsoir. Vous êtes bien là-bas, Parfait. vous êtes bien à Crans-Montana? Oui, on est super bien. Vous avez choisi de ne pas venir à Paris et vous avez eu raison. Oui, c'est vrai. Par contre, nos deux courageux, Luc et Émilie, vous allez nous parler de la Suisse, et de cette Suisse hivernale, différente de la Suisse estivale, qui est une Suisse à part. Les Alpes suisses sont en moyenne plus élevées que dans le reste des pays alpins. On dit 48 sommets de plus de 4000 mètres qui se trouvent sur le territoire helvétique. Une topographie très alpine. Et si on commence avec vous, Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la Suisse en hiver? Pourquoi on dit un hiver à part? Parce que la Suisse en hiver, déjà, c'est deux mots qui vont assez bien ensemble. On est un pays qui est couvert à plus de 60% de montagnes, notamment les Alpes. Ça, on s'en rend pas forcément compte. Hein, non, on pense toujours à la Suisse et la montagne. C'est ça. Alors, il n'y a pas que ça, non, mais malgré tout, quand même, plus de la moitié. On a les Alpes, on a aussi toute la chaîne du Jura qu'on partage avec vous. Et avec nous autres Français. Mais c'est vrai que du coup, on a vraiment toute cette atmosphère alpine dans les stations de ski, mais dans tous les villages et même dans la culture du Suisse, où vraiment qui est très attaché à la montagne et forcément l'hiver avec la neige. C'est top. Alors on s'en réjouit dans cette émission. On va parler de villages en voiture, de régions hautes en altitude, de sports hivernaux alternatifs, d'ambiance de Noël évidemment, de ski, de bien-être, d'hôtels au sommet, d'hébergements cosy, de très belles chambres avec cheminée. Parce que vous faites ça aussi en Suisse, et en toute sécurité. Oui. Et on va parler du Valais avec vous, Émilie. Alors, le Valais, c'est un des cantons suisses qui a une tradition, qui a un rapport particulier avec la France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui adorent le Valais, qui vont naturellement dans le Valais. Le Valais, c'est où en Suisse? C'est le sud-ouest? C'est le sud-ouest, effectivement, et il y a beaucoup de Français qui viennent parce qu'on partage la frontière ensemble. Du coup, on a ce côté culturel aussi, ce côté épicurien qu'on partage avec vous. Alors, le Valais, c'est une tradition viticole, une tradition alpine, de montagne. Qu'est-ce qu'on y trouve? Une gastronomie? On trouve des sports? On trouve un bien-être qu'on ne trouve pas ailleurs? On trouve plein de choses qu'on n'a pas ailleurs. Mais effectivement, on trouve beaucoup de vin parce qu'on est le plus grand producteur de vin en Suisse. Donc, c'est sûr qu'un passage en vallée implique forcément une certaine... un moment autour de la table, on est obligé. On ne peut pas passer à côté. C'est incontournable. C'est totalement incontournable. Et puis, on a ce côté alpin dont parlait Luc tout à l'heure. On a une concentration de 45 sommets de 4000 mètres. Donc alors, sur les 50 sommets de 4000 mètres en Suisse, il y en a 45 en Valais. Exactement. Donc ça vous donne une idée de la topographie du paysage. Ce ne sont que des montagnes. On n'a que des montagnes. On est vraiment entouré de montagnes. Donc c'est vrai qu'au niveau des sports d'hiver, pour parler de ski et autres, on y reviendra tout à l'heure, on est vraiment dans un cadre magique avec des panoramas qui sont tout le temps là. D'accord. La ville phare, la ville qu'il ne faut pas manquer quand on arrive en Valais, c'est quoi? C'est Sion? Ce qu'on appelle le chef-lieu chez nous? Le chef-lieu, c'est Sion, effectivement. C'est central. D'accord. Et à Sion, il y a des choses à voir déjà? Il y a des choses à voir, effectivement. On a un centre historique. Centre historique, une cathédrale? Petite cathédrale. Deux châteaux. Oui, très bien. Valère et Tourbillon. Ah, il y a des châteaux? Il y a 2 châteaux. Valère et Tourbillon. Qui se visitent? Qui se visitent. D'accord. Et Luc?
on parlait de l'hiver en Suisse. L'hiver en Suisse a été inventé en Suisse. Exactement. En 1864. La légende dit qu'en 1864, le tourisme hivernal a commencé dans les Grisons, en Engadine, du côté de Saint-Moritz, où Johannes Badrout, qui était hôtelier et qui recevait déjà beaucoup de touristes britanniques, notamment l'été, leur a lancé un peu un défi en leur disant que venir en hiver, c'est aussi bien pour prendre le soleil et profiter de rentrer au Royaume-Uni bronzé. Difficile à leur faire croire ça. Et il leur a dit, vous venez, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Et ils sont venus, ils sont restés plusieurs mois, ils étaient heureux, bronzés, et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est de là qu'est partie l'idée de commercialiser la saison d'hiver en Suisse. Et à partir de là, tout s'est développé, les stations, les villages, les remontées mécaniques, et tous les sports d'hiver aussi en général, même si à l'époque, c'était pas encore forcément le ski. Et alors aujourd'hui, on en parle, on fait un grand bond en 2020, on est plutôt dans une protection de l'environnement. Est-ce que la Suisse a toujours cette promotion des villages sans voiture et combien il y en a en Suisse ? Oui. Tout à fait. En fait, on a un certain nombre de villages où la voiture est complètement bannie des rues. C'est des rues d'ailleurs qui sont interdites aux voitures. Exactement, totalement piétonnes. Donc ça rend encore l'atmosphère d'autant plus magique du village de chalets sans voiture. Surtout qu'on a un bon réseau ferroviaire, donc l'accès se fait déjà en train. Et sur place, comme on n'est jamais sur des énormes stations, on peut tout faire à pied. Ou alors dans certaines stations, comme à Zermatt par exemple, c'est des petites voitures. C'est en Valais. Du côté germanophone du Valais. Donc on y va en train et sur place, on arrive, si on a besoin quand même de se déplacer, pas forcément à pied, les petites voiturettes électriques qui sont notamment gérées par les hôtels pour pouvoir transporter les bagages, etc. Qui vont un maximum à 20 km/h, je pense, si c'est pas moins. Et du coup, on peut vraiment flâner dans ces stations librement, sans s'inquiéter et sans regarder en traversant la route. Génial. Comment on rayonne dans le Valais pour aller dans une toute petite station qu'on pourrait conseiller, Émilie ? Oui, il y a l'accès en train, comme l'a dit tout à l'heure Luc, c'est vrai qu'on a un réseau ferroviaire. On fait un Genève-Sion ? On fait un Genève-Sion ou on fait un Genève, peu importe où on va aller en Valais, mais de toute façon, c'est très bien desservi en train. Ensuite, on a plusieurs options. Si on va, comme l'a dit Luc, sur Zermatt, on y arrive en train directement, ça c'est facile. Si on veut aller dans une région comme la région d'Aletsch, où on a un glacier qui est au patrimoine de l'UNESCO, là on va en train et ensuite on prend une remontée mécanique, une cabine, donc l'accès est direct à la gare. Avec les valoches ? Exactement, avec les valoches, on sort du train, hop, on saute dans une cabine et on y est. Et sinon, la troisième option, c'est les cars postaux. Et là, pareil, on sort du train avec les valoches, on saute dans le bus et puis on arrive en station. Donc, un petit conseil de voyage, Émilie, dans le Valais, vous nous conseillez, si je cherche un petit chalet traditionnel, un petit village traditionnel, qu'est-ce que vous me diriez comme village ? En Valais, typiquement dans l'image suisse. Typiquement dans l'image suisse, on en a plusieurs. Pour moi, on a la région du Val d'Anivier ou du Val d'Airain, qui sont des vallées très authentiques. Qui est au fond du canton ? Non, c'est central en fait. Ça, c'est dans le centre du canton. Ensuite, on a des régions du côté du Haut-Valais, là où il y a le glacier du Rhône, parce que le Rhône prend sa source en Valais, on l'a pas mentionné. Rappelons-le, le Rhône prend sa source dans le Valais. Le Valais, tout a été inventé dans le Valais. La raclette et le Rhône, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Rien, on est heureux, c'est le bonheur. C'est ça. Un verre de vin pour aller avec, peut-être. Absolument, oui, avec modération, évidemment. On va continuer à parler de cette région formidable qu'est le Valais, entre autres, et de la Suisse, cette petite Suisse à part, qui va vous aider à concocter vos vacances et vos désirs de vacances cet hiver. À tout de suite sur Sud Radio. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Ne changez pas, chers amis, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, pour concocter vos vacances cet hiver, c'est la Suisse à part, une Suisse un peu différente, hors des sentiers battus. Et pour nous en parler, Luc Berthold, porte-parole de l'Office de tourisme suisse à Parigi, je dis l'accent italien, c'est toujours bien, et Émilie Morat, responsable Europe pour la promotion du Valais, et tout à l'heure, Franck Reynaud avec nous, chef cuisinier, qui nous parlera de son amour pour Crans-Montana. Juste, Crans-Montana, en France, on connaît beaucoup cette station. Pourquoi ? Station huppée, classe, élégante, chic. Oui, parce qu'elle s'est considérablement développée en même temps que le développement des sports d'hiver. Elle a un accès qui est quand même assez facile depuis la France. Aujourd'hui, elle a une atmosphère qui n'est plus que le côté huppé. Au contraire, c'est une station qui, à mon avis, est quand même très familiale, où le domaine skiable est vraiment accessible à tous, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, avec une vue à 180 degrés sur les Alpes assez exceptionnelle. Ça, il va nous en parler, Franck. Donc, l'avantage de Crans-Montana, c'est que c'est complet. Et
Et l'avantage de l'offre suisse, c'est qu'on trouve des petits villages familiaux à caractère tradi et des trucs très, très huppés, très bling-bling, très chic. Hein, il faut le reconnaître. Ah bah, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et en fonction de où on va, même l'atmosphère entre guillemets culturelle varie, puisqu'on parle plusieurs langues. Donc les vallées se sont développées de manière différente, puisque les sports d'hiver, finalement, se sont développés dans des villages qui existaient déjà. Contrairement en France, on a créé des stations, enfin, pour la plupart. Chez vous, en Suisse, c'était déjà existant, ça a été développé. Exactement, c'était des villages agricoles, hein, aussi souvent l'été où les agriculteurs, les bergers montaient à l'alpage pour s'occuper des troupeaux. Ils redescendaient l'hiver, et puis au fur et à mesure, ça s'est développé avec l'arrivée du tourisme. Mais de manière relativement... voilà, on a essayé de conserver tout le patrimoine. Avec soin. Oui. Ah non, c'est vrai, ça c'est bien. Émilie, c'est vrai qu'il existe le plus haut village d'Europe, habité à l'année, et qu'il est dans le Valais. Exactement. Quand on disait que tout est dans le Valais, c'est insupportable. Bah, je suis désolée. Non mais c'est vrai. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Comment il s'appelle ce village? Il s'appelle Chandelin. Chandelin. Chandelin, et c'est le plus haut village effectivement en Europe qui est habité à l'année. Donc on est dans le Val-Lanivier dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Quelles sont les lignes de force du Valais? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore? On y trouve forcément quoi? On y trouve forcément déjà du soleil. Je pense que c'est important. C'est vraiment un canton qui est illuminé par le soleil. Ouais. On a un ensoleillement qui est incroyable. Et du coup, du fait qu'on ait des montagnes, on a beaucoup d'activités pour l'hiver. On a le ski, on ne peut pas passer à côté forcément. Et ensuite, on peut faire de la rando, on peut faire de la raquette. Si on n'est pas forcément sportif, mais qu'on a envie de profiter avec toute la famille, comme il y a des remontées mécaniques avec des superbes terrasses et des panoramas incroyables, on rejoint les copains, on s'asseye, on attend pendant que les autres skient ou font une autre activité. On a des activités aussi un peu exclusives. Par exemple, il y en a une du côté de Zermatt que moi j'aime bien personnellement, c'est d'aller au Görnergrat. Le Görnergrat. Bah oui, parce que... Rappelez-nous ce que c'est que le Görnergrat. Je sais que Luc aime les trains, donc je suis obligée d'en parler. C'est le spécialiste du train dans le monde, notamment sur la Suisse. Les autres, pas trop, mais la Suisse, beaucoup. Du coup, le Görnergrat, c'est un chemin de fer à crémaillère qui a été le premier en fait en Europe. Quand on dit un chemin de fer à crémaillère, Luc, rappelez-nous. C'est un chemin de fer à crémaillère, c'est le rail. Oui. C'est comme des rouages en fait. C'est que c'est difficile à expliquer quand même. Mais c'est solide. Ah oui. Ça roule. Mais c'est fait pour la montagne. D'accord. C'est-à-dire que ça croche, le train croche. Ça peut pas reculer. Non. Mais c'est pour ça l'avantage. Ça peut, mais la descente est contrôlée. Bien sûr, d'où l'avantage de la crémaillère. Oui, allez-y, le Görnergrat. Et le Görnergrat, du coup, c'est une demi-heure en fait de montée complètement historique et on a un panorama incroyable sur le Cervin. Donc ça, c'est pour moi le point de vue. C'est sublime. Et ce qu'il y a de plus sublime encore, c'est qu'on peut redescendre et ils ont un petit ticket gourmand. Donc on paye la montée, la descente, on s'arrête dans différents restaurants pour faire d'abord l'apéritif, ensuite le déjeuner, ensuite le dessert. Tout le temps apéritif, c'est incroyable. Toujours. On est épicurien un peu comme vous. J'ai des choses qu'on a en commun, non? Mais bien sûr, absolument, vous avez tout à fait raison. Sur la raclette, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous me parlez tout à l'heure d'une raclette. Raclette. Ah, c'est ça, raclette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça se fait où, ça? Ça se fait dans plusieurs régions. On a ça du côté de Saas-Fee, qui est dans le Haut-Valais, et ça se fait du côté de Champéry, qui est dans le domaine des Portes du Soleil. Et c'est assez simple, en fait. On va à l'office du tourisme, on récupère un petit kit, on nous donne ça à l'emporter, un itinéraire, on part se balader en autonomie, ou alors avec les copains, en amoureux, on fait ça comme on a envie. Ou avec un guide, exactement. Et ensuite, à un moment donné, on s'arrête, on sort notre petit kit, on fait chauffer ça à la bougie. Comment? À la bougie? À la bougie. Ah oui, avec des petits chauffe-plats, là, ronds? Des chauffe-plats, ronds. On met ensuite notre fromage, parce que la raclette, c'est ce que vous m'avez offert, là? Exactement. Vous en avez reçu un kit. Du coup, vous pourrez tester à Paris, puis après, si ça marche, vous venez dans les Alpes. Et on a ces petites raclettes? Et ouais, exactement. On se fait nos petites raclettes, panorama, on se fait nos petites pauses. D'accord. Et puis on profite du panorama, on profite de la nature. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sports alternatifs dans le Valais, plus particulièrement? Ou de choses qu'on peut faire un peu hors normes, un peu différentes, un peu insolites? Écoutez, on peut la raquette, c'est pas hors norme. Par contre, pour ceux qui sont à la recherche d'aventure, on a des activités comme par exemple ceux qui skient mais qui aimeraient s'adonner au ski de randonnée. On a des randos parcs. Du coup, on va tester ça avant d'aller sortir des sentiers battus et puis faire une autre route. Au ski. Exactement, autre alternative au ski. On peut aller faire de la luge aussi. C'est toujours cool en famille ou avec les copains si on a envie de se challenger. On a des pistes qui sont super longues. Il paraît qu'on a l'une la plus longue d'Europe. Ouais, on en a plusieurs qui vont entre 7 et jusqu'à 12-13 km. Énorme. Du côté, par exemple, des Alpes bernoises où on prend le train pour changer ou le télécabine avec sa luge.
Et puis après, on en a pour un petit moment de descente, hein, chacun son rythme. Et au rayon des sports alternatifs, parce que la Suisse, c'est aussi ça, c'est du fun. C'est pas que du tradi, du ski, des raclettes, c'est aussi des choses un peu marrantes, comme le vélo en bois, comment il s'appelle? Le vélo gamel. Ça, il est génial, ce vélo. Ça, on se met dessus et on glisse. Carrément, c'est comme un vélo, sauf qu'au lieu d'avoir des roues, ça a comme des patins, hein, comme une luge en fait. Ouais. Alors ça demande un peu d'équilibre, parce qu'il faut quand même trouver, comme sur un vélo, hein, son équilibre, et on glisse comme ça. Alors vous disiez, c'est pas vraiment alors dans les Alpes bernoises aussi, du côté de Grindelwald. D'accord. Grindelwald. Ouais, exactement. Et c'est un côté tradit, c'était un vrai moyen de transport à l'époque. Absolument. Le vélo Gemel. Gemel, pardon. Gemel. Il y a aussi des patinoires naturelles, évidemment. Tout à fait. Qu'on trouve partout. Ça, c'est bien indiqué. Oui, on a pas mal de lacs. Hein. La Suisse est quand même couvert de lacs, et notamment de lacs de montagne. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il fait assez froid et qu'on est assez haut en altitude, les lacs gèlent assez rapidement. Et à partir du moment où la glace est assez solide, on peut y aller. On peut y aller. C'est en général assez bien organisé par les offices de tourisme pour dire c'est OK ou ça l'est pas. Imaginons que j'ai des amis, bon ça peut arriver, et que je veux m'amuser avec eux, je veux faire du fat bike, je vais où? Du côté, dans beaucoup de stations, mais du côté de Gstaad, par exemple. Gstaad, ouais. Très bien. Ouais, tout à fait. Du snowkite. Du snowkite. Alors là, par exemple, pour pas que ce soit non plus trop montagneux. Donc là, on est plus du côté du Jura aussi, des franches montagnes, où dès qu'il y a de la neige, une voile, une planche, et puis on y va. Et j'ai appris qu'on pouvait faire du kayak aussi en plein hiver en Suisse. Ouais, tout à fait. Il y a un truc de fou. Comme je disais, on a beaucoup de lacs. Ah oui. Donc ça marche aussi l'hiver. Exactement. Il faut bien se couvrir. Oui. Mais du côté du lac de Brienz, toujours dans les Alpes bernoises, c'est vraiment organisé, où on peut louer son kayak avec le matériel qu'il faut, hein, aussi les tenues au cas où. Oui, ça plonge, voilà. Ça gonfle et ça sort. Exactement. Mais du coup, ça permet de profiter un peu de ces beautés naturelles, notamment de l'eau qui est très présente en Suisse, à toute saison, il n'y a pas de raison. Oui. Émilie, dans le Valais, est-ce qu'on peut dire que la neige est plus abondante qu'ailleurs en Suisse, parce qu'on a souvent plus d'altitude? En tout cas, les saisons sont plus longues. Alors, on va dire que les saisons sont plus longues, mais c'est vrai qu'en Valais, on a la chance d'avoir les destinations en fait, où on va partir pour skier ou faire d'autres activités. Elles sont déjà dans une moyenne de 1500 mètres d'altitude, et on peut monter jusqu'à 3800 mètres. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on a plus d'abondance, mais on a des altitudes qui font que la neige est garantie sur des périodes beaucoup plus longues. On est vraiment dans les Alpes. Donc là, c'est vrai que c'est un des avantages qu'on a. Une famille part aujourd'hui avec 2 enfants, ils ont une petite quarantaine d'années, ils vont où? Chez vous, dans le Valais? Moi, je les enverrai du côté de... On dit que c'est pas des grosses cœurs, c'est des gens qui veulent faire un petit peu de découverte suisse loisir, Suisse tranquille. Moi, je les enverrai du côté d'Aletsch, d'Aletsch Arena. Ouais. Ah, alors Aletsch, j'en entends beaucoup parler d'Aletsch. C'est chouette. C'est très chouette. Et ils sont labellisés Famille Bienvenue. Parce qu'en fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'en Suisse, on a un label pour les familles. Très bien. Les familles. Parlons de ce label. Marre de parler des trains, parlons un peu du label. En fait, c'est un label qui donne aux destinations une certification par rapport aux activités et aux prestations qu'elles ont. Donc pour les familles, si elles cherchent une destination famille, elles vont chercher des destinations qui ont ce label-là. Et Aletsch, c'est où exactement? Et Aletsch, c'est dans la partie Haut-Valaisanne du Valais. Et là, on est sur des villages sans voiture. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de comment y aller avec le téléphérique. Eh bien, là, c'est typiquement un village sans voiture. Là, c'est typiquement un village sans voiture. Il y en a 3, donc on peut choisir. Et c'est vraiment, on est dans le village où on skie. Donc on sort de chez nous avec soit sa luge, soit ses skis. Parce qu'on est déjà à 2000 mètres d'altitude. Donc pour les familles, c'est super. Ah ouais. Tout le monde a de quoi s'occuper. Est-ce que l'ambiance de Noël, on en parle un petit peu dans cette Suisse à part? Oui. Dans le Valais, comment ça s'organise, l'ambiance de Noël? Je dirais un peu comme partout. Oui, c'est ça. On prépare les sapins, on met les décorations et puis. Les grosses villes, c'est Berne et Montreux qui font des gros Noëls. Mais sinon... on a des marchés de Noël un peu dans toutes les principales villes de Suisse, aussi après différentes tailles dans les différents villages et différentes stations. C'est vrai que Montreux, Bâle ont des marchés de Noël qui sont... Ça, c'est les incontournables. Oui. Zurich aussi, de plus en plus, a vraiment un côté très féerique, très festif, qui fait que les marchés de Noël en Suisse sont vraiment faits pour... plus que pour faire peut-être des achats, plus pour passer des bons moments entre amis ou en famille avec un verre de vin chaud. Et oui, mais toujours le vin. Ah d'accord, le vin, c'est formidable. Alors donc, sinon, l'hôtel, on parlait tout à l'heure, dans mon lancement, je parlais d'hébergement cosy. Est-ce que c'est vraiment une ligne de conduite, ça, de la Suisse, de proposer ce genre de choses, qui ne sont pas des trucs très froids, qui sont plutôt cosy, chauds, avec des plaids, un environnement, une déco dans les hôtels? On en trouve beaucoup, ça?
On en trouve beaucoup. Je pense que, en tout cas, dans les destinations en Valais et en Suisse, de manière générale, on fait quand même un effort particulier par rapport à l'accueil. On essaye de faire en sorte que ce soit cosy. On a parlé des panoramas incroyables. C'est sûr que ça fait partie aussi de l'expérience. Quand on vient, si on ouvre ses fenêtres et qu'on a une vue sur les montagnes, c'est juste... C'est top. Pour moi, ça fait partie de la magie. On parlait de Noël, ou ça fait partie de l'expérience hiver. Est-ce que ça existe des hôtels dans lesquels on peut faire du feu dans sa cheminée ? Bien sûr que ça existe. Évidemment, mais je pose la question pour que vous me disiez oui, bien sûr. Donc ça existe. Des hôtels où on peut voir de sa baignoire le Cervin. Mais évidemment. Qu'est-ce que c'est comme question? Mais pourquoi on fait une émission comme ça? Finalement, tout existe. C'est quoi la formule spa in, ski out? Ça permet en fait simplement de pouvoir faire du ski. Faire du ski. Et une fois qu'on a fini sa journée de ski, on pose ses skis dans le local de l'hôtel, par exemple, et on peut directement mettre son peignoir et aller au spa. Ça s'appelle varier les plaisirs. On est quand même très très bien en Suisse. Un exemple, Émilie, d'un hôtel sympa, vous pourriez recommander comme ça, où il y a justement cette formule ski, spa, où vous en citez 2 ou 3. Je sais qu'il y a l'hôtel Wessom à Saint-Luc. Wessom. Weisshorn. Je prononce pas très bien l'allemand. Il y a le Weisshorn, effectivement. Après, si on veut vraiment axer spa et thermes, pour moi, j'irais peut-être dans une destination. Je ne sais pas, Luc, s'il veut me corriger par rapport à ça, parce qu'il y a énormément d'hôtels. Oui. Mais on a quand même une destination thermale. Enfin, on a plusieurs destinations, mais une destination thermale qui s'appelle Loèche-les-Bains. Très bien. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand. Loèche-les-Bains, c'est où ? C'est aussi en Valais, c'est sur l'autre versant de la vallée du Rhône, et c'est la plus grande station thermale d'Europe. D'accord. Des Alpes, sauf si je ne me trompe pas. Génial. Donc là, on se baigne dans une eau à 45-50 degrés. C'est ce qui fait un peu la différence, parfois peut-être avec des hôtels qui ont un spa, c'est que vraiment à Loèche-les-Bains, on va vraiment être sur des sources thermales qui sortent vraiment de terre et qui sont là, qui s'est développé aussi avec les soins qui vont avec. Donc, et là, comme on dit en Suisse, on kiffe. C'est sûr. A tout de suite, chers amis de Sud Radio. On continue dans cette dernière demi-heure à vous parler de Suisse et à vous donner, j'espère, l'envie d'aller découvrir cet hiver à part. A tout de suite. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et ce soir, nous sommes dans les Alpes suisses avec cette luminosité, cet air pur, ce bien-être, les spas dont on parle, les vacances incroyables avec des villages sans voiture et aussi une gastronomie avec Franck Reynaud, chef cuisinier. Lui, il est à Crans-Montana. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes entouré d'Émilie Morin, responsable Europe pour la promotion du Valais. Alors ne dites pas de bêtises, que vous connaissez bien. Et Luc Berthold, porte-parole de l'Office de tourisme de Suisse. Et lui aussi, vous le connaissez bien, ne dites pas de bêtises. Non, mais je dis pas de bêtises. Jamais. Voilà. Seulement dire la vérité. Seulement la vérité. 1 étoile au Michelin, Franck, 18 au Goemilo. Vous êtes à Crans-Montana. Qu'est-ce que vous voyez déjà autour de vous quand vous vous levez le matin et que vous allez sur votre terrasse de votre hôtel ? Alors, quand je vais sur la terrasse, c'est clair que ça a déjà été dit, on voit des montagnes, on voit toute la chaîne la chaîne des 4000. Et puis, par très beau temps, on arrive à voir des montagnes comme le Cervin, comme le Weisshorn, jusque presque au Mont Blanc. Donc, on est un peu privilégié de ce côté-là. Et puis voilà ce qu'on voit. On voit des montagnes et on peut voir un petit peu en dessous tous les vignobles qui vont jusqu'à une certaine altitude. Alors, il y a quelques années, vous avez trouvé l'amour avec Séverine. Vous avez trouvé l'amour aussi avec les Alpes suisses. Est-ce que vous avez toujours l'amour de la cuisine méditerranéenne d'où vous venez ? Alors bien sûr, ça c'est ancré, je pense, dans mes gènes. Mais c'est vrai on évolue un petit peu avec l'endroit où on vit et avec surtout les gens avec lesquels on vit. Et j'ai toujours cette culture et l'amour de la cuisine méditerranéenne. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 cuisines, il n'y en a qu'une, c'est la bonne. Mmh. Et puis c'est vrai que maintenant, on est plus sur une cuisine alpine et montagnarde qu'une cuisine méditanéenne. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine alpine ? Une cuisine alpine, c'est une cuisine d'abord qui utilise les produits locaux des Alpes. Alors, on utilise des produits locaux, pas forcément que des Alpes, mais en tout cas des lacs et rivières, plus toutes les herbes qu'on pourrait ramasser en été, les herbes, toutes les épices, comme le genièvre, comme le carvi, ce qu'on appelle le cumin des prés. Voilà, il y a plein d'épices, il y a plein d'herbes aromatiques en montagne. Et puis après, on utilise aussi les animaux qui vivent sur les alpages. Mmh. Donc, on a par exemple un agneau de nez noir qu'on a dans le Haut-Valais, qui est un magnifique agneau. Alors, il paraît qu'il est tellement mignon, ce petit agneau avec son petit nez noir. C'est vrai, il est très beau. Alors, on a un peu du mal.
à l'imaginer dans nos assiettes, mais il est super bon. Donc, c'est vrai. On entend un peu des sacrifices. Bien sûr. Et c'est la période de la chasse en ce moment. Est-ce que vous travaillez la volaille ou le gibier? Alors, c'est vrai que la chasse, c'est quand même très traditionnel en vallée aussi. Alors, c'est vrai que c'est une chasse un peu plus de poils. C'est-à-dire qu'on a du chamois, on a un peu de chevreuil, on a du chamois, on a quelques bouquins. Après, on a des sangliers, on a des cerfs. Mais c'est vrai que on vend plus de chasse, on va dire, de ferme, plutôt que de la chasse sauvage. Sinon, on n'y arriverait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Autriche. Mais c'est quand même une culture énorme, la période de la chasse. Et puis, il y a beaucoup de restaurants qui proposent des plats et des recettes de chasse. Et vous défendez, Franck, vous me l'avez dit en préparant cette émission, une cuisine humaine. Vous serrez la main de tous vos fournisseurs. Vous savez d'où viennent les produits et vous privilégiez les produits qui ne viennent pas de 600 km, quoi. Donc, chez vous, il n'y a pas de homard, pas de poisson, pas de foie gras. Voilà, comme ça, c'est clair. Oui, alors il y a du poisson, mais de lac et rivière. Et mais pas de poisson méditerranéen ou de thon. Alors, j'en fais, par exemple, on a plusieurs des restaurants de montagne. Et dans le bistrot, par exemple, on sert encore quelques poissons de mer, parce qu'il y a quand même une clientèle internationale qui ne voudrait pas forcément que des poissons de lac et rivière. Mais dans notre restaurant gastronomique, c'est vraiment une cuisine cohérente. Et puis, quand les gens font l'effort de se déplacer chez nous, à nous de leur servir une cuisine qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, ni à Paris, ni à Londres, mais à Crans-Montana ou en Valais en tout cas. Votre hôtel, enfin votre restaurant s'appelle le Pas de l'Ours, hein, l'hôtellerie du Pas de l'Ours. Alors, voilà, c'est tout d'abord un hôtel qu'on a depuis 30 ans, avec 15 suites. Donc, elles sont toutes avec cheminée et jacuzzi. Ah non, me dites pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien de me dire ça. Tout ce que vous avez évoqué avant, on le trouve finalement à Crans-Montana. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a aussi un spa. Et on a ce restaurant gastronomique, on a un bistrot, on a aussi un restaurant sur les pistes qui permet aussi de servir. Alors là, on est à, on va dire, 98% de produits suisses. On a Coca, on a plus de choses comme ça, plus de produits américains, et puis on est resté vraiment avec des produits suisses, et puis c'est quand même une énorme valeur ajoutée. Et là, récemment, on vient d'ouvrir un nouvel hôtel qui a adressé un nouveau public, pas un nouveau public, mais on a fait ça, on a fait un hôtel qui est avec un gros spa et qui est ouvert qu'aux adultes. D'accord. Ce qui permet une certaine tranquillité après le ski dans les jacuzzis, dans les hammams. Émilie Morard, vous qui êtes une bonne cliente, m'a-t-on dit, de cet établissement, qu'est-ce que vous lui trouvez de charmant et d'adorable et d'incontournable pour y aller, que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Je pense que Franck a bien résumé la chose. Le côté, c'est vrai que pour les couples qui voudraient profiter d'un spa et d'un panorama... Pour la Saint-Valentin, par exemple. Pour la Saint-Valentin, voilà. Si on a envie de profiter d'un séjour sans bien enfants, sûr. parce que ça existe aussi, on a parlé des familles, mais il y a des gens aussi qui veulent des séjours sans enfants. Donc c'est un des grands avantages. Et puis, on a la cuisine de Franck. Donc c'est vrai que si on veut aussi pouvoir profiter des produits du terroir et d'une gastronomie qui... et l'environnement a l'air vraiment top. Et l'environnement est incroyable. Oh. Je veux dire, on a le panorama plus le spa. Il y a un effet waouh. Exactement. Franck, dans votre cuisine, est-ce qu'on trouve la raclette et la fondue? Alors, on ne trouve pas la raclette et la fondue dans ma cuisine du restaurant gastronomique, ce qui est un peu logique. Bien sûr. Mais par contre, on a des restaurants qui servent ça. Par exemple, là, dans le restaurant d'altitude, on sert des mets de montagne. Souvent, on me dit pourquoi vous ne faites pas des poissons, des ombres chevaliers, des choses comme ça en montagne. Moi, je dis non. À chaque endroit, on doit servir quelque chose. Comme une croûte au fromage, toutes ces raclettes et tout ça, je trouve que c'est des endroits privilégiés d'être au milieu des pistes pour servir ça. Et puis voilà quoi. Chaque restaurant a des particularités. On peut pas tous servir de la raclette et des fromages chauds. Bien sûr. Mais pour nos autres pauvres Français qui allons nous ruer sur les raclettes parce que l'hiver arrive aussi, même chez nous à Paris ou dans le reste de la France, qu'est-ce que vous conseillez comme fromage, le fromage vraiment à ne pas rater, incontournable, immanquable? Fromage immanquable, forcément, si on mange de la raclette, il faut un fromage d'alpage. Oui. Donc, ça peut être n'importe quel alpage de Suisse, parce qu'il y a très bons alpages. Après, je pourrais dire que les alpages valaisans, il y a un certain caractère, voilà. Au même titre on retourne sur le Valais. Voilà. Oui, le Valais, malheureusement, on est vraiment... C'est le paradis. Moi, ça fait 30 ans que je suis au paradis, je le dis tout le temps. On a tout.
Et c'est vrai qu'on a, au niveau gastronomie, on a tout. On n'a pas envie de partir, en fait. Et quand on veut prendre des vacances, on reste chez nous. C'est ça. On prend des vacances chez nous. Et quand vous voulez surfer sur une vague, vous pouvez aller, vous descendez plus bas, vous allez à Sion. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est un truc incroyable, ça. Vous pouvez faire du ski en altitude sur la neige et mettre un short et aller skier sur une vague. Voilà, vous pouvez faire 3 activités vraiment différentes en une journée. Vous pouvez skier un peu le matin, aller faire 9 trous de golf et après finir par surfer une vague qui est exceptionnelle, soit une gauche, soit une droite. Ça, c'est une nouvelle activité qu'on vient d'avoir à Sion. Et c'est vrai que c'est unique d'avoir toutes ces activités au monde. Ah bah oui. Et puis voilà, on offre à nos clients des choses assez exceptionnelles et ça, c'est cool. Alors, Émilie, racontez-nous, c'est quoi cette vague ? Eh ben pour les amoureux de la vague, donc du surf, il y a une vague qui a été construite et qui a ouvert l'année dernière. À Sion ? À Sion, exactement. C'est un centre nautique, c'est quoi ? C'est une vague en fait, ça s'appelle vraiment, c'est la vague, c'est une vraie vague, ouais, qui a été, alors je dois dire que je suis pas au fait de tous les détails techniques. D'accord, oui, mais enfin en gros, on prend vraiment une planche de surf. On prend une planche de surf, il y a des cours qui sont donnés, il y a différents slots, différents types de donc vagues aussi. Donc c'est dans un établissement couvert ? Non, c'est un établissement ouvert. Ouvert ? Ouais, ouvert. Donc là, je sais qu'ils vont fermer sur 2 mois parce qu'il fait quand même froid, mais à partir du mois de février, normalement, ça réouvre et on surfe en extérieur, des vagues de différentes tailles. Donc voilà, c'est pour les gens qui ont envie de surfer à côté des activités hiver, c'est possible. Et on a la vue sur les montagnes, ce qui est assez énorme et différent en fait de ce qu'on peut vivre, parce que généralement quand on va surfer, quand on surfe une vague, on n'a pas trop de vue sur les montagnes, à part Hawaï. Mais oui, allez-y, Luc. Il faut une précision. Il faut quand même savoir que la Suisse a une fédération de surf avec énormément d'adhérents pour un pays qui n'a pas de mer. Accès à la mer. Donc le surf est une activité qui s'est beaucoup développée ces dernières années, le surf sur lac, en rivière, et du coup ça prouve que on a voulu ramener peut-être aussi un peu le surf en Suisse plutôt que de laisser toujours partir les surfeurs suisses forcément ailleurs, de proposer de quoi un peu pouvoir... C'est une très bonne idée cette vague, à Sion. Ouais. Franck Reynaud, parlez-nous un petit peu du label rouge, le poulet fermier de Gruyère, parce que vous avez aussi des poulets labellisés. Oui, alors c'est pas un label rouge. Ah, c'est pas label rouge. Comment... Mais on va dire que oui, on a des poulets. Alors par exemple, moi je travaille avec les poulets de la Gruyère. Mais il y a aussi des petits producteurs, je les connais pas tous. C'est vrai que on n'a pas besoin d'aller chercher de la viande ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y en a qui prennent des bœufs de Kobe, etc. Mais si on reste en Suisse, on a énormément de choses, dont les poulets de la Gruyère. Est-il vrai que vous trouvez votre source d'inspiration pour votre cuisine dans les marches et le trek et la randonnée que vous faites, dont vous êtes un grand fan ? Oui, alors c'est vrai que j'aime bien aller dans la montagne. On n'a qu'à sortir de chez nous pour tout de suite y arriver. Et c'est vrai que de se ressourcer, de monter en pot de phoque le matin et tout ça, la nature par excellence, c'est une source d'inspiration pour les cuisiniers. Quand je me déplace à côté des lacs et puis ou en montagne, il y a toujours quelque chose. Il y a des odeurs, il y a des souvenirs, il y a le goût de l'effort aussi. Quand on est en plein effort, souvent on a faim, donc on a envie de manger. Puis tout de suite, il y a des recettes qui arrivent. On se dit tiens, on pourrait faire ça. Et voilà. Et donc c'est vrai que cet endroit privilégié nous permet d'être sans cesse en train de créer des choses et de transformer des choses. Génial. Merci beaucoup pour votre témoignage, Franck Reynaud, qui est malheureusement expatrié en Suisse, là-bas, loin, et qui n'avait pas du tout envie de revenir. C'est vrai, hein, Crans-Montana, on y reste. Alors j'aime bien revenir. Mais pour les vacances. D'accord. Mais 2 jours. Je pars 2 jours après, c'est dur. Et après, vous repartez allègrement en Suisse. Merci beaucoup pour votre témoignage sur le Valais, Crans-Montana, et sur votre... on m'a dit que vous aviez une cabane de montagne. Oui, c'est ça. D'accord. On a une cabane de montagne qui appartient au club alpin. Et là, c'est assez sympa aussi. Avec un panorama incroyable. On note cette adresse. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. On fait une petite pause et on continue à parler de cette Suisse un peu merveilleuse qui donne envie. À tout de suite. Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et pour vivre un hiver à part et pour vivre une Suisse un peu différente, nous sommes avec Luc Berthold, porte-parole de l'Office de tourisme en Suisse à Parigi. C'est bien ça, Luc ? C'est bien ça. Depuis des années déjà. Nous avons eu Franck Reynaud tout à l'heure qui nous a parlé de sa cuisine au Pas de l'Ours qui est situé à Crans-Montana. Et nous sommes également entourés d'Émilie Morard qui est responsable Europe pour la promotion du Valais. J'ai vu un terme, c'est Sustainable. Ça veut dire quoi ?
En fait, ça fait maintenant, surtout depuis la crise, nous, Suisse Tourisme, donc l'Office du tourisme suisse, avec l'ensemble des partenaires en Suisse, de revoir un peu, d'améliorer un peu toute notre gestion et développement durable. On est quand même un pays qui souffre assez vite du réchauffement climatique. Et du coup, c'est vraiment une action qui vise à motiver toute l'industrie suisse à faire les petits gestes nécessaires pour avoir une économie plus durable, un tourisme plus durable, avec différents critères, et de nous d'être là pour les aider à faire mieux, en fait, prendre le sujet à bras-le-corps, parce qu'il est temps. On a beaucoup parlé des trains dans une précédente émission, vous me disiez qu'ils étaient tous à l'heure, ça continue ça ? Oui. C'est terrible. Hein. 2021, les statistiques, c'était 91% des trains qui étaient à l'heure, et même on peut monter jusqu'à 98% des usagers qui ont eu leur correspondance. Et on peut citer aussi et donner une très bonne note à la Suisse pour son maillage routier, ferroviaire. Il y a toujours des bus qui vont, même au fin fond de la Suisse, qui vous amènent dans un petit village difficile d'accès. Pratiquement, si ce n'est pas tous les villages où il y a au moins un habitant à l'année, est relié par un transport public qui peut être train, car, bateau, même il y a des endroits qui sont accessibles qu'en bateau sur les lacs. C'est vraiment ces 29 000 km de réseau de transport public sur un territoire qui est finalement grand comme la région ex-région Rhône-Alpes. 29 000 km, donc un maillage incroyable. Pour terminer cette émission qui va se terminer dans 10 minutes, on a encore 10 petites minutes. Donnez à nos auditeurs des envies de raclette dans des lieux insolites, parce que ça, nos auditeurs aiment bien les petits trucs comme ça où on va les chercher, on va épater ses copains. Dis, je vais t'emmener, tu vas prendre une raclette, et alors tu te demandes où c'est. Alors ça peut être des raclettes, ça peut être aussi surtout des fondus, qui est encore plus facile en termes logistiques à organiser dans des endroits un peu plus incongrus. On parlait avant des raclettes. Raclette. Très difficile. Hein. Ça, c'est dans le Valais. Voilà, exactement. Mais on peut parler des fondus, alors dans des télécabines, par exemple. On peut citer Greshon, ça se fait toujours dans le Valais, mais pas que. Voilà, on fait des tours en télécabine et on peut manger sa fondue à l'intérieur. En calèche, par exemple. Ça, c'est génial. Dans le Jura ou du côté de l'Oberland bernois, dans un tram à Zurich ou même sur des bateaux. On aura bientôt sur Suisse.com un fondu finder qui permettra de... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une espèce de moteur de recherche qui permettra de trouver sa fondue en fonction de où on va, et notamment les fondus insolites. D'accord. Il existe un pass pour avoir tous ces moyens de locomotion pour être accessibles, bus, train, tout ça, oui ? Tout à fait. C'est le Swiss Travel Pass. C'est ça. Il est toujours là, lui ? Il est toujours là. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi efficace. D'accord. Émilie, un conseil d'abord à vous, personnellement, à titre personnel. Quel est l'endroit où vous adorez en Valais ? Je sais, c'est dur. Non, mais je sais, c'est une question. Ça, on la demande à chacun de nos invités. On leur demande comme ça de s'engager en disant, voilà, moi, j'aime cet endroit parce que si quelqu'un ne connaît pas la Suisse, la première chose que je l'emmène, c'est là, parce qu'il va adorer. Imaginez. C'est très compliqué parce que je suis une amoureuse de outdoor. Deux ou trois. Allez, deux ou trois. Allez, un truc à vous, un truc où vous allez aimer personnellement. Moi, je vais personnellement du côté du Val d'Airain parce que, comme je l'ai dit, j'adore le outdoor. Donc, je fais souvent du free rando et c'est vrai que l'hiver, on passe pas mal de temps à arpenter les pentes de ce côté-là et ils ont des panoramas qui sont encore assez, on va dire, sauvages et pas touchés. Il y a le côté authentique dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes né les skis au pied aussi ? Comme tous Suisses, ou peut-être tout Valaisans qui se respectent. C'est vrai mais je pense quand même tous Suisses. Ouais. J'aime bien cette petite rivalité canton de Vaud, canton de Valais. On est obligé quand même. J'ai appris à skier en Valais. Voilà. Faut reconnaître. Du coup, c'est vrai que tout Suisse est né les skis au pied pratiquement. Et donc du coup, il y a ce côté-là, côté Val d'Airain où j'irai par rapport à ça. Après, j'aime beaucoup aussi aller du côté de la région d'Aletsch parce qu'on a ce glacier qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est absolument incroyable. Et c'est vrai que sur lequel on peut skier. Non, on ne skie pas. Non, alors on ne peut pas skier. On peut aller en randonnée accompagné d'un guide. Ça se fait en hiver et en été. C'est une expérience qui est incroyable, mais c'est vrai que non, on skie pas. Par contre, on a une vue qui est... c'est fou, quoi. Il y a 20 km de glacier, donc c'est absolument inimaginable pour les gens de se rendre compte de la taille de ce... Énorme. De ce glacier, c'est énorme. Et lui, il est en difficulté son état de santé est bon ? Alors, comme tout glacier, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des thématiques qui sont sensibles. D'accord. Il n'est pas en grand danger. Il recule, mais il est très observé. Ah oui, c'est ça. Ouais, les Suisses sont très attentifs à ce qui se passe dans leur environnement. C'est vrai. Nous aussi, mais les Suisses particulièrement.
On est entouré de nature, donc c'est vrai qu'on y est peut-être plus sensible le fait d'avoir cette nature aussi proche. D'accord. Donc voilà. vous m'avez dit en premier Le Val d'Airain. Le Val d'Airain. Ensuite, du côté d'Aletsch. Et après, moi, j'aime bien aussi aller du côté de la région des Dents du Midi. Parce que c'est du Midi. La région des Dents du Midi. C'est où ça? On partage le plus grand domaine skiable du monde avec vous, Français, les Portes du Soleil. Parce donc qu'on est ça généreux. va pas. On vous accepte. La question est qui accepte qui. Mais on va pas ouvrir un débat maintenant. Non, c'est pas le moment. Nous restons bons amis. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est le versant suisse, en fait. Dents du Midi. Les Dents du Midi, ouais. Il y a Champéry, il y a Morgin. C'est des villages assez authentiques qui ont gardé beaucoup de caractère. Donc, c'est très différent de ce qu'on va trouver de l'autre côté, en fait, du domaine skiable. Ouais. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dégagé. C'est l'entrée des Alpes. Et là, on est hyper près de Genève. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'accès, comment on y arrive. C'est la destination qui est la plus proche en fait depuis la France en termes d'accès. Okay. Et on y va en train aussi, donc c'est facile. Et vous savez que les auditeurs de Sud Radio sont des gros randonneurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut leur conseiller l'hiver? Absolument. On a un réseau qui est entretenu, de randonnée et de raquettes. Donc les deux. On n'est pas obligé d'avoir les raquettes pour faire de la randonnée. Oui, on peut y aller avec des grosses chaussures dans la neige. Exactement. Il y a des pistes qui sont travaillées pour ça. Et ce qu'on fait, c'est tout comme l'été. On a un balisage aussi qui est en place. Donc c'est vrai qu'on va pas s'aventurer au milieu de nulle part. On a toujours les offices mettent à disposition des cartes. On a des panneaux qui sont là. Pour les raquettes, c'est rose, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des codes couleurs qui permettent à tout le monde de partir tout seul. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez comme petite terre de randonnée dans le Valais? C'est où la randonnée? La Mecque du randonneur dans le Valais, ce serait où? Quel coin? Je sais, c'est dur. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, randonnée, j'irai du côté peut-être de Loèche-les-Bains, en fait. Loèche-les-Bains. Ouais, Loèche-les-Bains. Parce qu'il y a un plateau du côté de la Guémie sur lequel on peut accéder. Et là, il y a des choses sympas. Je suis plutôt en train là où il y a les thermes. Où il y a les thermes, ouais. Ça, c'est chouette, les thermes. Donc, c'est chouette parce que ça permet de faire la balance des deux, en fait. On peut aller randonner et après, on va dans des thermes et on a la vue sur les montagnes. Donc, c'est assez exclusif aussi comme expérience. Oui, allez-y. Ah non, j'avais pas le droit à une quatrième. Parce que si, même une cinquième, si vous voulez. Nous, on est là pour ça. On est là pour noter le carnet d'adresse. Voilà. Et puis sinon, une chose que je ferais aussi, c'est d'aller du côté de Nanda-Vezona. Parce que là, on est... Nanda-Vezona, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, il me semble. Non, on n'a pas parlé de Nanda-Vezona. Luc, qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment c'est possible? C'est tellement de choses. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Ça, c'est du côté des Quatre Vallées. On est sur un domaine où on peut faire du ski, forcément. Mais moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'ils ont un produit qui tourne autour des bis. Alors, c'est vrai qu'on pense aux bis plutôt en été. C'est des ouvrages historiques. C'est quoi les bis? Les bis, c'est un système d'irrigation en fait. C'est pour irriguer les champs. Donc on a un système d'eau. Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est des systèmes d'irrigation et c'est beaucoup de sentiers de randonnée. Et du côté de Nanda, on peut aller randonner sur un bis en hiver avec la neige. Ces bis sont recouverts d'hiver. Ils sont recouverts de neige. On ne les voit pas forcément sur l'hiver. Par contre, on peut faire une balade où le soir, on part et ensuite on s'arrête, on fait une raclette format traditionnel, c'est-à-dire feu de bois extérieur. On a une tranche de pain. Le fromage, ils font avec le feu, donc ça donne un petit goût en fumée. Très bien. La personne, la guide, racle ça sur le pain et on mange en extérieur. C'est juste pour moi le top. C'est divin. Et ça, on peut faire ça où, rappelez-nous? Du côté de Nanda-Vezona. Nanda-Vezona, d'accord. Bravo. Je vais m'arrêter là parce que sinon... là c'est sûr que là tout est dit pratiquement. Luc Berthold, vous, votre coin de Suisse que vous conseilleriez, alors hors Valais bien sûr, parce que le Valais maintenant il est hors concours, hors sol, mais est-ce qu'il y a d'autres coins en Suisse formidables? Il y en a beaucoup. Oui, trois qui vous viennent à l'esprit, okay. 3 différents. C'est parti. Vous avez 2 minutes. Alors, il y a du côté des Alpes vaudoises. Oui. Ça, c'est aussi... Elle parlait des Dents du Midi. C'est juste en face, de l'autre côté du Rhône, avec des villages comme les Diablerets ou Villars-sur-Olon, qui est aussi pas mal connu des Français, qui a vraiment... les Diablerets, un village très, très familial, très chalet, dans une espèce de cuvette, mais avec des grandes falaises, un glacier aussi, qui vraiment donne une atmosphère très cosy. Et puis l'Oberland bernois, la région de la Jungfrau, pour moi c'est un peu aussi un coup de cœur. Tout est, alors moi qui aime des trains partout. Les remontées mécaniques et les trains c'est pareil. C'est la même entreprise qui gère tout, pas besoin de s'inquiéter. C'est là où il y a le vélo Gemmel. D'accord. La possibilité de monter à 3500 mètres en train et puis des domaines skiables qui permettent ski, raquettes, randonnée avec un excellent balisage et un petit côté dépaysement, on y parle allemand, donc ça donne vraiment une atmosphère complètement différente. Les réservations, c'est le moment de s'y pencher là? On
On est un peu tard ou pas? Ça va encore? Non, enfin, oui et non. C'est le moment. On a compris qu'aujourd'hui, les réservations se font quand même de plus en plus tard. Donc, les destinations s'adaptent et on trouve toujours de quoi faire. Mais le plus tôt est toujours le mieux, hein, ça. Absolument. C'est sûr. Oui. Émilie, un dernier conseil pour aller en Suisse? Allez-y maintenant. Allez-y en février, en hiver, en été, tout le temps. Moi, j'ai envie de dire allez-y tout le temps, mais après, c'est pas être objective. Non, c'est vrai. Mais allez-y tout le temps. Et là, l'hiver, c'est le bon moment. À l'hiver, c'est le moment parfait. C'est vrai que si on aime la féerie, on aime le côté montagne, panorama incroyable, soleil. Moi, j'ai envie de dire, si vous voulez prendre le soleil, il faut y aller maintenant parce que c'est un des atouts quand même. C'est vrai que j'aime bien dans le mot que vous avez utilisé, le mot féerie. C'est un peu ce qui résume la Suisse. Quand on y va, quand on est devant ces montagnes. On a la même chose en France, c'est vrai, mais en Suisse, il y a quelque chose en plus. Je ne sais pas quoi, mais est-ce que c'est l'odeur de raclette qui... Je ne sais pas. Et vous, Luc, pareil? Oui, on a vraiment ce côté authentique, ce côté chalet, ce côté qui donne un côté justement féerique. Voilà, on a commencé le tourisme d'hiver en 1864 parce qu'on a promis du soleil en hiver. Je pense que ça rejoint exactement ce que Émilie disait. Et puis voilà. Puis pour ceux qui n'auront peut-être pas forcément l'occasion d'aller en Suisse cet hiver, nous, la Suisse, on y sera. On sera là. À Paris avec un peu de Suisse. Évidemment. Et pour toutes ces informations, on les retrouve où sur votre site? Suisse.com. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et là, il y a tout. Merci d'avoir participé à cette émission. Pour cette émission sur la Suisse, vous avez été de formidables ambassadeurs. Merci. Vous avez donné envie, je pense, d'y aller, évidemment, parce que moi, j'y vais. De toute façon, j'ai été conquis à cause de Luc. Et donc, je vais certainement aller dans le Valais. Voilà. C'est bien fait. Merci à tous. Et là, on se retrouve la semaine prochaine dans l'émission La France à découvrir sur Sud Radio. À bientôt. Salut, bonne soirée. Avec Suisse Tourisme, l'Office national suisse du tourisme.